Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là avec moi. Je suis un petit peu impressionnée parce que c'est la première fois que je fais une masterclass. En fait, quand l'école de l'Anthropocène m'a proposé une masterclass, j'ai dit mais c'est quoi en fait une masterclass? Pour moi, masterclass, ça sonne un peu comme classe de maître. Je ne me vois pas trop comme un maître. Pas en ma discipline non plus d'ailleurs. Donc voilà, j'ai préparé quelque chose et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais habituellement, c'est j'ai écrit mon intervention. J'étais un petit peu contente de le faire, ça, je dois dire, parce que ça fait 6 mois que je tourne pour présenter mon dernier livre, Pecnode. Et en fait, les auteurs, autrices, souvent, on a un peu ce truc où on a passé 1 an ou plus à choisir très précisément les mots pour un texte. Et après, quand on se retrouve à le présenter, on nous demande d'en parler, alors qu'on a un peu l'impression que on s'est un peu cassé la tête à l'écrire. Donc, en parler, c'est toujours un petit peu moins bien, voire vraiment moins bien que ce qu'on a essayé de faire en écrivant. Donc voilà, j'ai écrit. Et donc, je vais essayer cet exercice où je suis debout sur une scène face à vous, dans une salle aux 3/4 vide. Drôle d'exercice, mais on va essayer quand même de créer un moment ensemble. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'était, comme je vous l'ai dit, ça fait 6 mois que je tourne avec Pecnode, qui est un texte que j'ai écrit sur le territoire où j'ai grandi et où je vis, où je suis revenue vivre, et qui en fait fait suite à un précédent texte, La vie têtue, qui s'inscrivait aussi dans ce territoire. Et donc au fil de ces 2 textes, et puis ensuite de la vie du livre, des tournées, j'ai été amenée à réfléchir beaucoup à cette question de pourquoi écrire à partir d'un lieu, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les implications artistiques, politiques de cette écriture. Et en fait, je me suis rendu compte en écrivant que j'avais vraiment énormément de choses à dire, donc je ne vais pas toutes vous les dire aujourd'hui, j'ai fait un peu une sélection. Ce que je voulais vous proposer en revanche, c'était un début de réflexion et puis quelques lectures. Je vais vous lire 2 textes que je vous introduirai. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un petit peu de temps pour discuter à la fin, mais j'ai pas du tout chronométré mon truc, donc je ne sais pas combien de temps il restera à la fin. Voilà. Je suis un petit peu désolée. J'avais envie, en fait, je me suis dit, en préparant cette masterclass, je me suis dit, il faut que je commence par expliquer la façon dont je travaille, parce que je me suis mise devant mon ordinateur et je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est le moment où tu déroules ta pensée. Ça fait 6 mois sur Pecnode, ça fait 2 ans et plus sur La vie têtue, t'as eu le temps de réfléchir, t'en as eu des discussions, des débats, etc. Maintenant, c'est le moment où tu mets tout en place, quoi. Et en fait, je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose que je ne sais absolument pas faire. C'est-à-dire, quand j'essaie de dérouler ma pensée comme on m'a appris à le faire à l'école, à l'université, je me tétanise ou je m'endors. C'est au choix. Mais en gros, je ne sais absolument pas faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que jusqu'à écrire mon premier livre, donc La vie têtue, j'étais vraiment, enfin voilà, j'avais cette idée que j'avais tout simplement un cerveau assez lent, enfin trop lent pour la plupart des gens, et que c'était pas mon truc de produire une pensée articulée. Et en fait, La vie têtue, c'est le premier, donc c'est pas mon premier livre, mais c'est le premier texte littéraire que j'ai publié. Et avant ça, il y avait un essai où donc je m'essayais quand même à cet exercice, un essai de 400 pages, donc c'est dire si j'avais des choses à prouver. Et puis finalement est arrivée La vie têtue, qui est arrivée un peu comme une évidence. C'est-à-dire, c'est une écriture qui s'est imposée à moi, à laquelle il a quand même fallu donner l'autorisation, mais qui s'est imposée à moi. Et finalement, ce que m'a montré La vie têtue, c'était que ma façon d'écrire c'est pas un raisonnement. Mon écriture, c'est plutôt un ressenti, et que c'est à partir de l'expérience que je fais du monde, à la fois sensorielle et affective, que j'arrive à déployer des formes de pensée, mais qui ne sont jamais cette espèce de déroulé, encore une fois, de raisonnement logique que j'essaie de m'imposer encore aujourd'hui, mais qui visiblement n'est pas ma façon de penser. Alors, je m'arrête là, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une masterclass sur la neurodiversité et les bénéfices des cerveaux qui fonctionnent différemment. C'est super, mais c'est pas du tout mon sujet. La raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est pour vous prévenir que ce qui va suivre risque du coup de suivre ma façon de raisonner, c'est-à-dire que ça va partir probablement un petit peu dans tous les sens. Et je vous propose de faire une expérience avec moi, c'est-à-dire d'attendre jusqu'à la fin pour peut-être, je l'espère, comprendre ce que j'aurais essayé de dire. Mais pris indépendamment, je ne garantis pas que ça fasse tout de suite immédiatement sens. En fait, si je vous raconte ça, c'est aussi pour vous parler de l'intitulé de cette masterclass. Alors, pour le coup, c'est moi qui l'ai choisi. Ce titre, il est un petit peu pompeux quand même, on va pas se mentir, écrire avec la terre.
Et dans le programme, il figure comme écrit là-haut, écrit avec la terre, avec un grand T. Et puis en y revenant, je me suis dit que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le jeu entre les deux, le écrire avec la terre, un petit T, et le écrire la terre avec une majuscule. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que dans mon écriture, j'essaie de situer ma démarche dans cette tension entre l'affirmation d'un endroit précis au monde, à travers la terre comme matière et comme pourvoyeuse d'un ensemble spécifique de relations ou de parenté, et la capacité à produire depuis là une sorte d'invitation plus universelle, dans la reconnaissance d'une interdépendance qui dépasse le cadre des relations dont on peut faire l'expérience immédiate, humaine ou non humaine, visible ou non, mais qui compose d'une certaine manière un lieu tel qu'il se manifeste à nous. Là, je vous livre une première définition du lieu pour moi, j'y reviendrai. Et donc, pour moi, la terre avec une majuscule et la terre avec un T, c'est cette tension-là. En tout cas, c'est entre ces deux terres-là que j'ai envie de me situer. C'est-à-dire, encore une fois, la terre comme une matière et qui est aussi un lieu spécifique pourvoyeur d'un ensemble de relations, d'une parenté. Et c'est là-dedans que je m'inscris. Mais en même temps, depuis cet endroit-là, la capacité à faire terre, à faire monde avec une majuscule, c'est-à-dire quand même à toucher à une forme d'universel. Cette tension-là, je peux la transposer plus concrètement à l'endroit de mon lieu personnel d'écriture. Donc peut-être que là, c'est le moment où je peux vous dire, vous parler un petit peu du lieu depuis lequel j'écris. Je me suis posé cette question pendant l'écriture de Pecknold. Il y a eu un moment où je suis allée voir un copain qui vit dans la Drôme, m'a dit, et puis je suis allée passer quelques jours chez lui et il m'avait installée dans une chambre à l'étage de sa maison et il y avait une fenêtre qui donnait sur les montagnes. C'était magnifique, mais vraiment, c'était très très beau. Et je me suis dit, mais quel livre j'écrirais si je l'écrivais dans cet endroit-là ? Parce que, peut-être pour du coup vous le dire, moi j'écris dans un endroit où j'ai choisi, encore une fois, où j'ai choisi de revenir habiter, mais à ma fenêtre, c'est des champs, c'est des très grandes parcelles, ça ressemble un petit peu à la Beauce, c'est beaucoup de moteurs, c'est des camions, c'est des tracteurs, c'est beaucoup d'énergie renouvelable, des éoliennes, des méthaniseurs, c'est une campagne extrêmement productive. Et en fait, cette campagne productive, elle habite mon écriture, mais parce qu'elle habite mon quotidien, d'un point de vue sensoriel. Et Pecknold, c'est aussi un texte qui part de cette idée du corps-territoire, c'est comment à partir du corps je parle du territoire et comment finalement ces deux choses-là sont indissociables. Et donc ce territoire, donc un territoire agro-industriel remembré, ou plutôt démembré, juste avant ma naissance. Chez moi, le remembrement, ça s'est fait dans les années 70, moi je suis née dans les années 80. Et c'est un processus qui finalement est toujours en cours. C'est-à-dire, quand on pense au remembrement, on oublie souvent que, en fait, il y a cette espèce de moment pic qu'on appelle le remembrement, mais l'aménagement du territoire continue. Et moi, c'est quelque chose dont je suis témoin chez moi, puisque en quasiment 40 ans d'existence, j'ai vu nombre de haies disparaître, nombre de mares disparaître, nombre d'espèces. Et donc, c'est aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire écrivant dans un lieu spécifique, je m'inscris aussi dans une continuité dont je suis le témoin. La disparition des arbres, l'agrandissement et le drainage des parcelles, l'appauvrissement de la terre, l'érosion des sols, l'aménagement du territoire à des fins de production toujours plus intenses. Voilà, tout ce que je vous disais. Et donc, les moteurs, en continu. Ça, c'est important parce qu'effectivement, si vous m'avez lu, vous avez peut-être vu qu'ils traversent mes textes, les tracteurs, les camions, les engins agricoles. Et en fait, chez moi, il y a cette espèce de particularité qui est une espèce de... Moi, je le vis comme une intense contradiction d'essence, parce que j'habite dans un endroit où on entend beaucoup plus le chant des oiseaux qu'ici, par exemple, mais qu'il est toujours atténué par le bruit des moteurs, qu'on entend peut-être aussi encore plus fort qu'en ville. Donc une espèce de lieu comme ça d'intensité sensorielle qui ressemble pas tellement à la campagne telle qu'on peut se la représenter, mais qui pour autant est bel et bien la campagne. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte cette année qu'il y a un seul jour de l'année où on n'entend pas les moteurs chez moi, c'est le 25 décembre. Et ça, c'est quelque chose d'autre qui m'a intéressée, c'est dans cette espèce de paysage des sons, il y a un son qui revient, c'est le bruit de la cloche, et finalement le fait que ce soit le 25 décembre, le jour de l'année, où il y a un repos sensoriel, qui est donc évidemment correspond au calendrier chrétien, n'est pas anodin non plus. En fait, quand j'ai commencé à écrire Pecknold, j'avais un tout autre projet. Mon projet, c'était d'écrire sur le trou du cul. J'avais décidé que j'allais écrire un recueil de poésie beau. Je voulais vraiment que ça soit beau, sur la zone anale. Et j'étais un petit peu empêtrée parce que dans mon écriture, je me rendais compte que je n'arrivais pas à écrire le corps sans écrire la terre.
et que je ne comprenais pas très bien quel était le lien. Alors, il y a une analogie évidente entre les deux et je pourrais la détailler, mais on ne va pas le faire ici. Je me contenterai simplement de vous dire la chose suivante. Dans un cas comme dans l'autre, il me semble que le trou du cul, c'est ce dont on a honte, que l'on dissimule, et ce faisant que l'on méconnaît. Et pourtant, le trou du cul remplit aussi une fonction vitale. Sans lui, on ne survivrait pas. Et moi, je viens d'un vrai trou du cul. Un lieu dont on ne dit rien, formulé à l'opposé de la littérature et de la poésie, j'y reviendrai aussi, et qui remplit aujourd'hui à l'échelle de la société une fonction vitale en ce qu'elle est nourricière, malgré les implications dévastatrices d'ailleurs de cette façon de produire de l'alimentation. Et je fais partie, moi, de ces gens qui, toute leur vie durant, quand on leur demande d'où ils viennent, répondent en toute sincérité « je viens d'un trou du cul ». Dès lors, pour moi, écrire poétiquement sur ce lieu, et donc d'une certaine manière écrire avec lui, c'est le dire. Et en le disant, c'est le réhabiliter, lui redonner sa dignité, en quelque sorte. Et en le réhabilitant, c'est le réparer. Écrire ce lieu, selon moi, en fait, c'est rien de moins que prendre part en poète à la tâche immense qui nous incombe à tous et à toutes de réparer le monde. Alors, j'ai commencé par vous dire que j'éprouve de manière générale une certaine difficulté à penser, ou plutôt à raisonner. Et en fait, l'écriture telle que je la pratique aujourd'hui, sous une forme poétique et fragmentaire, m'est venue donc lorsque je suis revenue habiter dans mon coin d'origine. Paradoxalement, cet endroit que j'avais quitté comme on quitte ces endroits-là, persuadée que n'importe où ailleurs vaudrait mieux que ce coin perdu, persuadée que j'avais tout à réapprendre pour faire moi aussi partie du monde, donc cette idée que j'en étais finalement née en dehors, cet endroit-là m'a permis de trouver ou peut-être de retrouver ma langue. Et donc, si je pense mal, en revanche, comme vous l'aurez compris, je ressens extrêmement bien, a fortiori dans cet endroit-là. Laissez-moi 1 heure dans un champ alentour et je peux vous dire les mouvements de chevreuil, le cri perçant de la buse, le trafic des camions au loin, la texture des graminées, le chant du ruisseau dans lequel s'écoule le surplus de Roundup et les mouvements de mes voisins qui vaquent à leurs activités, qui bouinent pour ceux qui étaient là ce matin. Alors oui, vous me direz, super, on a déjà un siècle de nature writing dans des endroits beaucoup plus majestueux par des auteurs qui savent, eux, articuler leurs pensées, certes. Mais on n'écrit pas les endroits comme le mien. Et moi, je fais le postulat que c'est même parce qu'on ne les écrit pas qu'on peut les transformer en des zones d'extraction infinie. Parce qu'avant de les détruire, je pense que la première étape, ça a été de leur refuser toute poésie, de leur refuser finalement toute littérature. Alors, je voulais commencer par vous lire un premier texte d'un livre qui s'appelle « La mer intérieure » de Lucie Taïeb. Et vous allez comprendre pourquoi. Près du gouffre. S'il fallait commencer par une image, ce serait celle des époux d'Omain. Et s'il fallait commencer par un mot, ce serait leur patronyme. Domain, d'origine huguenote, que l'on prononce en allemand comme le nom commun français domaine, dont on mouillerait un peu le i. Les voici, cheveux gris, elle toute droite, et lui, le front un peu penché vers la terre, non pas comme si les ans l'avaient courbé, mais comme on porte toujours de nouveau le regard vers le lieu de son attachement. La colère qui les anime ne se lit pas sur leur visage, ils ne haussent guère la voix. Ils portent la révolte comme une lassitude. Dans le film documentaire qui leur a été consacré, on voit les époux d'Omain errer devant leur maison. Je dis errer, mais ils n'errent pas. Ils vont d'un point à un autre, ils sortent de la maison et vont au fond du jardin, ils sortent du jardin et empruntent un chemin. Ce qui donne l'impression d'une errance, c'est tout le paysage alentour. La maison est la dernière du village à être restée debout. À une centaine de mètres de là, commence le cratère de la mine. On voit, on entend s'activer si proche une machine industrielle dont le nom en allemand tient en 2 syllabes, Bagger. En français, on dit excavatrice à godet. Elle ressemble à un animal de fer avec une gueule en forme de roue
qui détruit et avale tout sur son passage. Elle ressemble à un dragon, à un monstre mythologique, mais elle n'a rien de légendaire, c'est une merveille de technologie. Le village où vivaient les époux d'Omain doit laisser place à la mine. À la suite d'une âpre et longue lutte, les habitants ont fini par quitter leur maison et le village a été rasé. Mais ce n'est pas encore la fin. Parmi les gravats, ils demeurent. Leur maison n'est pas encore au bord du cratère, mais l'excavatrice travaille jour et nuit, la béance progresse. Elle finit par dévorer ce qui fut jadis ce village. Cela est prévu de longue date, et aucune lutte, aucune résistance ne pourra empêcher ce qui doit avoir lieu. Il y a plus de 10 ans, on voyait les photographies dans les médias français de cette maison chinoise que ses propriétaires se refusaient de quitter, bien qu'autour, on eût tout rasé pour un projet immobilier de grande ampleur. Au cœur d'un paysage dévasté se dressait la maison, seule. Mais que signifie une maison au bord d'un trou ? Et comment vivre dans un village qui a perdu toutes ses habitations, tous ses habitants ? Quelle force faut-il pour supporter un tel épuisement, ou quelle fidélité à un lieu ? Sur les images filmées des derniers jours de leur lutte, les époux d'Omain vont et viennent et semblent errer, mais c'est seulement parce qu'ils se déplacent dans un paysage détruit. Et chacun de leurs gestes me serre la gorge, parce que leur obstination aura été vaine, parce qu'on ne s'imagine pas un couple de personnes d'un certain âge vivre ainsi dans cet espace qui n'a plus rien d'humain, d'hospitalier. Mais eux, ils ne peuvent pas concevoir d'abandonner leur maison, leur jardin, du moins pas sans avoir lutté jusqu'au bout. Les époux d'Omain ont fait preuve d'obstination, de courage, de persévérance. Lorsqu'on raconte l'histoire de ce village disparu, on n'omet jamais leur nom. Ils sont restés alors que tous partaient. Ils auront été les derniers. Je crois que j'écris la terre de chez moi comme j'écrirais les époux d'Omain. Je veux dire sa résistance, et quand je dis terre, à nouveau, je ne veux pas parler seulement de la matière que nous foulons et dont nous extrayons une partie de ce qui nous alimente. Je veux parler de cette terre qui nous met au monde et nous y maintient, prise dans un ensemble de relations de parenté, de cette terre qui fait lieu et expérience, corporelle et affective, de cette terre qui fait la vie. Écrire avec la terre, il me semble que c'est aussi écrire avec le temps, écrire avec le deuil. Car quiconque écrit depuis un lieu précis sur terre en perçoit désormais la finitude. Écrire le lieu, c'est prendre part à son histoire, rejoindre son mouvement et d'une certaine manière, faire nôtre ses blessures. En écrivant Pecknold, je me demandais si, en dehors des territoires de l'agroalimentaire, on tentait de ressentir ce qu'implique de vivre dans ces zones. Non pas en termes politiques ni écologiques, même si ces questions sont aussi très importantes, mais en des termes simplement sensoriels, affectifs. Qu'est-ce que nous fait de vivre à cet endroit d'épuisement du monde, où la cadence s'accélère sans cesse et les corps s'abîment proportionnellement ? Est-ce que, quand on fait ses courses, on pense à la main qui a ramassé les légumes sous serre, qui a conduit le tracteur, déverser les produits phytosanitaires, couper les arbres pour agrandir les parcelles, tuer encore et encore les sangliers, les chevreuils et les ragondins pour protéger les cultures ? Est-ce qu'on pense aux fossés, aux interstices, à ce que vivre avec ce qui vit encore, ce qui vit malgré tout, nous donne à ressentir ? Ayant grandi à la campagne dans ce qu'il reste d'une culture paysanne largement détruite, j'ai mis longtemps à accéder à l'écriture. J'avais l'impression qu'écrire était un geste futile et que la futilité c'était mal. Que ce qui comptait c'était de produire, de nourrir, éventuellement de prendre soin, de faire de ses mains des outils.
Et puis, le fait de devenir autrice, d'en tirer une petite notoriété publique, m'a obligée à regarder les biais contenus dans ma propre perception des choses. Des représentations qui sont largement partagées, qui ont trait à l'histoire de la ruralité en France, et dont j'hérite finalement moi aussi. Alors, je voudrais faire ici un petit détour, ou plutôt prolonger cette réflexion, mais en l'abordant de l'autre côté de la pièce de Monet, si vous voulez. Ce dont je voudrais parler ici, c'est d'identité, et plus précisément de ce que je perçois comme une façon grandissante de la percevoir avec beaucoup de biais, des biais dans lesquels on tombe toujours plus. Le titre de mon livre, Peknod, a souvent été interprété de façon identitaire. Il y a bien sûr dans le choix de ce mot quelque chose de l'ordre d'un retournement de stigmate, et je peux vous avouer que c'était en partie ce stigmate qui m'a motivée à écrire. Le stigmate est aussi la prise de conscience de l'influence qu'il avait eue sur moi et sur les gens de mon territoire. Mais c'est aussi bien plus que ça. Avec ce titre, j'avais envie de marquer un espèce de virage, ou en tout cas le passage à une autre époque pour moi, qui a été l'arrivée des livres dans ma vie. Et je dirais qu'il y a 2 temps comme ça dans ma vie. Il y a avant les livres et après les livres. Et que à ces 2 temps correspondent 2 questions. La première, c'est est-ce qu'on peut écrire un livre quand on est une peknode ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on est encore une peknode quand on a écrit un livre ? Alors, avec la sortie de ce livre, il s'est passé des choses auxquelles je ne m'attendais pas, ou je m'y attendais, mais peut-être pas autant que ça. Comme je viens de vous le dire, pour moi, en fait, au-delà de la dimension identitaire sur laquelle je vais revenir, ce livre, c'était pour moi une possibilité de poser la question de l'appartenance. Comment est-ce qu'on appartient ? Comment est-ce qu'on trouve sa voix ? Comment est-ce qu'on trouve sa voix dans la reconnaissance d'un cœur plus vaste et pourtant familier, humain et non humain, encore une fois ? Et qu'est-ce qu'on fait de tous les endroits de non-appartenance dans notre désir d'appartenance ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui nous déterritorialise, alors même qu'on aspire à se reterritorialiser ? Mais de la même manière qu'on n'écrit pas dans l'abstraction d'un lieu, on n'écrit pas non plus dans l'abstraction d'un système politique et économique ou d'une ontologie particulière, si on veut le prendre encore plus largement. Et donc, vous l'avez certainement remarqué, on vit dans une époque où il est bon de pouvoir décliner une identité. Une identité, ça nous rend saisissables, mais aussi, à bien des égards, ça nous rend marchandisables. Aussi, depuis que ce livre est sorti, on m'invite régulièrement à me faire la porte-parole de la ruralité, à endosser tous les clichés que ce mot appelle. On me demande comment je me suis extraite de mon milieu, comment j'ai vécu la découverte de la ville, est-ce que j'ai changé mes vêtements, est-ce que j'ai changé ma façon de parler ? On me demande comment je m'y prends maintenant pour sauver mon territoire, maintenant que j'y suis revenue. On me rappelle la chance que j'ai eue de pouvoir en partir et d'apprendre autant de choses que je n'aurais pas apprises en restant là-bas. Et surtout, on me prête cette positionnalité-là, celle de la rurale qui peut parler au nom de tous les autres. Celle qui peut finalement incarner une nouvelle catégorie dans la longue liste des catégories à représenter. Voilà, donc on aura les personnes de quartier, les personnes racisées, et puis maintenant on a les personnes de la ruralité. Moi, je crois que ces façons d'appréhender justement des positionnalités à travers une étiquette, à travers un prisme unique, c'est une façon de les déposséder, encore et toujours. C'est-à-dire on les vide de leur complexité, on les vide aussi des batailles politiques qu'elles peuvent mener à l'intérieur de ces identités qu'on espère appréhender. Et je crois que finalement, c'est une façon de produire des discours qui sont peut-être en apparence critiques, mais qui ne vont pas changer grand-chose au rapport de domination. Alors ça, c'est un côté de la pièce, de la question identitaire. Et pourquoi je parle de la question identitaire ? Parce qu'évidemment, quand on écrit à partir d'un lieu précis, on écrit cet endroit avec ses données. Et ces données, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois tout ce qui l'habite, tout ce qui le compose, humain et non humain, c'est aussi son histoire, c'est aussi ses traditions. Et par tradition, j'entends des pratiques culturelles vivantes qu'on continue de nourrir ou pas, qu'on essaie de défendre souvent, et qu'on arrive à défendre ou pas. Et donc, il y a ce côté de la pièce qu'on pourrait appeler le côté Netflix de l'identité, qui nous donne l'idée qu'une plus grande représentation aidera à faire changer les mentalités, à obtenir du pouvoir pour ceux et celles qu'on est censé représenter. C'est évidemment aussi une façon de capter des capitaux, de faire carrière, etc. On connaît tout ça, enfin, je crois. Et il y a une autre pièce, il y a une autre face de la pièce.
Parce que quand on parle de ruralité et qu'on parle de retournement de stigmate, on a tendance souvent à oublier que ce retournement de stigmate, il a déjà été fait et qu'il n'a pas été fait de notre côté du bord politique, on va dire, de notre bord du spectre politique. Et bon, allons-y. Vous voyez bien ce que ça veut dire, se représenter d'une vraie ruralité, de gens qui tiennent la mémoire, qui sont dépositaires de la mémoire de la campagne, qui ont leurs racines. Tout ça, c'est un imaginaire qui est assez récent, somme toute, dans l'histoire de l'humanité, mais qui peut paraître un peu vieux, qui date en gros de la fin du 19e, du début du 20e. C'est toute l'idéologie de l'enracinement, qui est éminemment liée à la question du nationalisme en France, qui se saisit de la thématique de la ruralité et du rapport à la terre pour la mettre en exergue, qui fait des campagnes françaises une terre d'identité pure, de francité par essence, on pourrait dire. Et en fait, cet imaginaire-là, il est toujours extrêmement présent. Dans mon expérience, il traverse l'ensemble de l'échiquier politique. Comme souvent d'ailleurs, quand une thématique traverse l'ensemble de l'échiquier politique, à gauche, on va avoir tendance à la mobiliser parce qu'on a l'impression que ça va nous donner une plus grande audience, mais finalement, c'est toujours à la droite que ça va servir, et particulièrement à l'extrême droite. Alors tout ça, c'est compliqué, parce que quand on cherche à habiter un lieu ou à réhabiter un lieu, quand on cherche à penser la question de nos attaches, évidemment, encore une fois, on se situe dans une critique de ce qu'on pourrait appeler l'universalisme, qui pense, encore une fois, l'existence dans une abstraction. La liberté, c'est d'être ici et là, nulle part. Et on voit bien aujourd'hui comment on est prise dans cette espèce d'opposition assez terrible et en même temps assez stérile entre une façon de penser l'identité comme... donc, avec cet héritage libéral de l'être humain partout le même, qui peut vivre partout, etc., et qui fabrique en fait des inégalités territoriales massives entre des territoires qui vont être désirables à vivre et des territoires qui vont servir à nourrir les autres, très concrètement. Et puis, son pendant politique, dont on voit aujourd'hui les conséquences. Et évidemment, écrire comme je le fais depuis le territoire qui est le mien, qui est un territoire où le vote pour l'extrême droite a explosé, m'oblige à me questionner. Quand je vais chercher qu'est-ce qui fait la spécificité de ce territoire, quand je veux en parler, m'oblige à aller chercher l'histoire et aussi ce dont j'hérite, moi, en termes de représentation du monde. Parce qu'en fait, il me semble de plus en plus que habiter quelque part et être de quelque part d'un point de vue identitaire, c'est deux choses différentes, mais c'est parfois même des choses assez opposées. Quand j'ai commencé à apparaître en tant qu'écrivaine bretonne, beaucoup de gens sont venus me parler d'Angela Duval. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Angela Duval ? Alors Angela Duval, c'est un personnage intéressant. C'était une poétesse et paysanne du Trégor. Et donc, je me suis intéressée à Angela, j'ai lu ses textes. Elle écrivait en breton, mais elle a été traduite. Il y a une partie des textes qui sont toujours disponibles, d'autres moins. Elle revient un petit peu là, avec le retour de la ruralité comme un sujet. Angela revient. Et en fait, c'est une poétesse qui a été très mise en avant dans les années 60-70, au moment de ce qu'on a appelé le renouveau culturel celtique, qui était partie prenante, enfin qui accompagnait un mouvement politique qui était plutôt régionaliste de gauche, on va dire, ou en tout cas qui revendiquait une identité propre à la Bretagne, plutôt avec un horizon politique à gauche, on va dire. Alors on en vient à la deuxième lecture que j'ai envie de vous faire, qui est un petit peu plus longue. C'est un texte que j'ai écrit à Angela, sur l'invitation d'une amie poétesse qui s'appelle Aurélie Olivier et qui anime un podcast qui s'appelle Les Parleuses. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le voir. Et dans Les Parleuses, Aurélie invite des poétesses contemporaines à écrire au sujet de poétesses souvent décédées, de plus anciennes, on va dire. Et donc Aurélie m'a invitée à écrire sur Angela. Et finalement, ce texte-là, je l'ai écrit après Pecknold. Et c'est un petit peu un condensé de ce que je viens d'essayer de vous expliquer sur ce qui m'a travaillé politiquement autour de ce texte. Alors, si vous voulez bien, je vais vous le lire. Installez-vous, c'est un petit peu plus long que ce que je vous ai lu jusque-là. J'ai complètement oublié que j'avais préparé un... Voilà, ça c'est la couverture de mon livre. Angela et Angela. En fait, c'est tout ce que j'ai préparé, donc c'est pas très grave. C'est dire si le format m'est habituel. Angela, j'entends tes sabots claquer
La nuit tombe et tu reviens peut-être de l'étable ou des champs. La journée pèse lourd, endiguée dans la jupe et les bas de laine. C'est le corps bientôt déposé, devant l'âtre. Ici aussi, il fait nuit. La maison est silencieuse. Sous la lumière allumée, je déroule doucement la reproduction du portrait d'un vieil homme sous les yeux d'un autre vieil homme attentif. Mon père vient d'aller fermer aux poules, traversant le hameau pour la dernière fois de la journée. Du réveil au coucher, il y trouve à faire, sillonnant ce même terrain depuis 50 ans. Quand je me représente sa vie, je pense à ce mouvement continu, d'un bout à l'autre du village, un outil en main ou une berouette devant lui, les épaules tombant un peu, sur ses lèvres le murmure de ce qu'il préfère garder pour lui-même, taiseux par héritage. Sur la photographie en noir et blanc, un vieil homme est assis sur des marches en pierre. Il a des jambes longues et menues refermées pour accueillir le petit chien qui vient s'y lever. Derrière lui, une canne en bois sculpté repose contre un mur. Les déliés et la douceur de l'âge rendu à l'invulnérabilité. Ses yeux se ferment sur un sourire tendre, sa tête penche légèrement vers l'arrière, comme pour un dernier départ. Une photographie de vieux breton. « Oh, des boutoucouettes !» Le visage de mon père se déplie tout d'un coup. Il se met à énumérer les sabots, le gilet, les culottes. « Tout !» me dit-il joyeux. « Je reconnais tout !» C'est fou, Angela. Comme la mémoire soudaine de ce qui fut vivant avant d'être terrassé à quelque chose d'un premier soleil. Tout s'éclaire, y compris ce qu'on ne savait pas être dans l'ombre. Et dans cette lumière vive, deux mots comme des galets. Des boutoucouettes. Angela. Comme ceux que tu portes sur les photos et dans les quelques films où l'on t'aperçoit à la fin de ta vie. Des boutoucouettes aussi, au pied de mon arrière-grand-mère Rosalie, qui est de ta génération, celle qui a connu les 2 guerres, puis la fin de la paysannerie, une 3e guerre sans nom, ni mémoire. Elle effleure les rares photos de cette époque comme un silence ému, ses chevilles maigres flottant dans ses sabots, des boutoucouettes encore, et mes pieds d'enfant, sous lesquels on m'avait appris à mettre de la paille pour supporter la rigidité du bois. Des boutoucouettes que mon père est incapable d'orthographier, suspendues au mot des siens, dont il n'a pas appris à revendiquer la mémoire. Mais des boutoucouettes, tout de même, qu'il prononce avec la tendresse que prend une langue qui se laisse être, malgré tout. Je te regarde, Angela, mais je ne sais pas si je te vois. En filigrane, c'est Rosalie. Une vie de labeur sans rien laisser derrière soi, des silences, des interrogations, une éraflure en héritage. Rosalie n'écrivait pas ni ne lisait. Elle était pour ainsi dire analphabète, dépourvue d'alphabet. Mais pas toi, Angela. Toi, tu as écrit dès que tu en as eu l'occasion, libérée du poids de tes parents, rendue seule à ta ferme. Tu t'es mise à écrire sans plus t'arrêter. Après ta journée de 10 ou 12 heures, quand tout était fait à la ferme, tu laissais 2 heures au papier. Une paysanne poétesse, c'est presque une incongruité dans un monde qui s'en est tellement pris à l'autonomie des femmes et à la paysannerie. Comment t'es-tu extirpée, toi, de la bouche noire et brûlante qui a avalé toutes nos aïeules pour nous accoucher au silence ? Je t'observe et je liste les conditions de l'échappée. L'éducation d'abord. Une éducation primaire minimale, comme c'était le cas des enfants de ta condition au début du XXe siècle. Et puis une certaine passion pour la lecture. Chez toi, on parle breton, mais à l'école, c'est le français qu'il faut apprendre à parler, à lire et à écrire. L'écriture te vient donc d'abord par une dépossession, un écartèlement, que tu travailleras à réparer par la suite,
en lisant avec avidité toutes les publications en breton, puis en privilégiant d'écrire dans cette langue que tu n'auras de cesse d'enrichir tout au long de ta vie. De la langue, tu fais ton terrier, un aménagement perpétuel, le labeur d'une existence. Mais ton salut, tu le dois aussi à la perspicacité qui t'a tenu loin du mariage, jusqu'à faire de toi une célibataire de condition. J'aimais trop ma liberté et la terre, expliques-tu à Roger Laouénan, qui a écrit ta biographie au début des années 70. Les hommes, la plupart, sont des ivrognes qui ne t'inspirent que du mépris. Hors de question d'en laisser un revendiquer la possession de ce dont tu sais si bien t'occuper seul. La ferme dont tu hérites se transmet de mère en fille dans ta famille. Et c'est tant mieux. Fille unique, tu t'es occupée de tes parents jusqu'à leur mort, à laquelle tu as aussi survécu, malgré tes craintes. Ta mère, qui est la dernière à partir, le fait pendant les moissons. Tu dis alors que la terre t'a sauvée, t'empêchant de sombrer tout à fait dans le deuil. Le blé te réclamait, les bêtes devaient manger, la vie continuait. Même dans l'absence terrible de ton dernier parent et la solitude qui s'ouvrait alors devant toi. Enfin, et surtout, ton épine dorsale, c'est ta relation au lieu que tu habites, source de joie intarissable, et la volonté qui peu à peu te saisit d'en transmettre à tout prix l'essence. Ton amour des bêtes que tu te dis incapable de tuer ou de voir mourir, ta connaissance des plantes autochtones et de leurs vertus médicinales, la contemplation qui te saisit en toute saison alors que tu laboures ou que tu fauches, devant la beauté sans cesse renouvelée de tes terres. Le 28 décembre 1971, la France te découvre à la télévision. André Voisin, qui présente alors sur la première chaîne une émission appelée Les Conteurs, est venu à ta rencontre chez toi, dans ton hameau du Trégor. Pendant 40 minutes, on peut t'y voir et t'y entendre dispenser tes sagesses et ta poésie de paysanne bretonne. Tu y parles de tes chants comme des vers d'un poème, tu y défends la vie paysanne et ta langue, toutes deux maltraitées par la modernité et l'État français. Subjugués, les spectateurs et spectatrices tombent en amour pour ta pensée et ton mode de vie. Dans les semaines et les mois qui suivent, ils et elles t'écrivent et vont jusqu'à venir te rendre visite chez toi, ce qui rapidement t'irrite. Je me demande comment fait Brigitte Bardot. Commentes-tu, facétieuse ? Car tu ne cherches pas à ce qu'on t'admire. Ce que tu voudrais avant tout, c'est qu'on partage ton amour de la vie paysanne et ton refus de la voir disparaître. Il faut dire aussi que parmi celles et ceux qui te visitent, il y a beaucoup d'étrangers, comme tu les appelles, des Français qui aiment à venir passer l'été en Bretagne, fervents consommateurs de folklore breton, dont tu pressens que tu commences déjà à faire partie. Avec du recul, tu dis que tu n'aurais jamais consenti à parler devant les engins des gars de la télévision si tu avais su le chambardement que cela amènerait dans ta vie. Et tu précises, si je le fais, ce n'est pas pour moi, croyez-le bien, mais pour l'Emsao, pour faire connaître un tant soit peu la Bretagne et ses problèmes, et aussi à cause des paysans. Nous avons été si méprisés, si dominés. Voilà, Angela, ce qui te mène. C'est d'abord par l'Emsao, le mouvement breton, auquel tu participes en publiant des poèmes dans les nombreux journaux en langue bretonne, que tu acquiers une certaine notoriété. Les jeunes épris de leur patrie voient en toi la muse d'une Bretagne éternelle, car tu es une fervente défenseuse de la Bretagne libre, à cette époque où le FLB pose des bombes par dizaines, où le renouveau celtique bat son plein, et où le projet de faire de la Bretagne une grande région agricole au service de la France et du monde, surtout au service du capitalisme, redéfinit par tous les territoires dans la plus grande violence. Angela, sais-tu qu'aujourd'hui, on trouve parfois, dans ces lieux javelisés où l'on confine la vieillesse, des personnes rendues à leur prime enfance par une maladie bien connue et qui, ne sachant plus parler que le breton, la langue maternelle déchue, n'ont plus personne avec qui converser dans leur entourage. Tu es la poétesse d'un monde qui meurt, et tu le sais. Tu écris dans ce même geste paysan qui consiste à mettre au travail pour nourrir, conserver, subsister,
les mots alignés comme autant de petits gestes quotidiens qui tiennent le fort d'une existence incorporée à son monde. La terre t'a sauvé autant qu'elle t'a tenu. Et d'ailleurs, c'est toujours à partir d'elle que tu écris. Chez toi, les poèmes commencent à l'orée des champs, et lutter contre l'arasement du territoire, c'est d'une certaine manière en défendre le texte. Je repense à Rosalie, mon aïeule analphabète, et j'imagine qu'elle ne manquait pas du langage sans lettres et de la poésie sans écrit des paysans que tu t'es donné la charge de consigner. Angela. À Roger-Laouénan, tu décris la ferme de Trandour, ses parcelles et leur culture, et c'est déjà un poème. Parc Loïse, avoine. Parc Aller, blé, pommes de terre, betteraves, trèfle violet de Bretagne. Parc Creise, avoine. Parc Arroide, foin terrien. Laneg Vian, foin terrien. Parc Andril, foin. Ogel Arroide, foin. Poulankou Islan, genet. Al Laneg, ajon. Arroide, bois à feu et bois d'œuvre. Pradar Poulankou, herbe de fauche. Ar Pouloukreise, bosquet de sol. Laneg Arpin, pin et châtaignier et herbe de fauche. Pradanti, herbe de fauche, Pradan-ent, herbe de fauche, Arvergeise, le verger avec arbres fruitiers, pommes, poires, noix, cerises, prunelles, coings, groseilles, cassis, framboises, nèfles. Les parcelles n'ont plus de nom à présent, Angela. Leur cadence est monotone, est réduite à une rotation menue. Chez moi, maïs, blé, colza, prairie pour les vaches. Encore que, le plus souvent, les vaches occupent l'espace réglementaire qui sépare les champs dans lesquels on a recours à des intrants et les ruisseaux, prétendant protéger ces derniers du poison. Une bande de quelques mètres de largeur, un corridor, le long duquel les vaches vont et viennent. Elles sont désormais des vaches tampons, des vaches buvards, 700 kilos de chair tendre assignés au travail qui consiste à éponger les maux du monde. Et pour saisir tout à fait la partition du territoire, ajoute-y camions, abattoirs, camions, laiterie, autoroute, camions, parc éolien, ombrière photovoltaïque, méthaniseur, camions. Entre tout cela, Angela, il faut respirer petit désormais, se glisser dans les failles et les fossés pour se rappeler au monde qui fut le tien. Ma génération a grandi comme ça, entre les monstres, dans les interstices, avec la ciguë et les parelles, mémoire obstinée des fossés. Ainsi, Angela, quand tu montes sur tes talus pour empêcher les bulldozers de venir faire leur triste travail de démembrement, tu ne t'y trompes pas. C'est la poésie que tu défends avant tout. Car, tu n'auras de cesse de le dire, la poésie et la terre vont ensemble. De toi-même, tu dis que tu t'efforces d'être l'interprète de la terre, qui est pour toi comme un grand livre dont chaque jour est une nouvelle page. Tu devrais les voir aujourd'hui, Angela. La plupart de ceux qui sont restés accrochés à la terre. La poésie leur manque à en crever. C'est peut-être là l'un des symptômes de la grande dégringolade du monde. La rupture entre la poésie et les travailleurs et les travailleuses. Une dépossession. Les mains qui manipulent la terre ou la merde, pour la plupart, n'écrivent pas. Les langues ne chantent plus, ne racontent plus. Ce qui se transmettait par les contes et les légendes a disparu. Et les mots, comme ils sont articulés aujourd'hui, à l'extrême opposé de ces endroits où l'on produit le monde en silence et dans l'agonie, manquent cruellement du savoir de subsistance et de soins que la terre enseigne. Ils sont sans responsabilité désormais. Tu as vu les changements se faire, tu les as pointés du doigt dans tes textes, les as affrontés avec tes outils, les mots et la faux. Tu avais bien compris la mécanique de la dette et ce qu'elle engendrerait pour les paysans,
qui n'ont eu d'autre choix que s'endetter pour acquérir les machines désormais nécessaires aux champs monumentaux qui naissaient sur les cadavres des petites parcelles. Tu avais aussi compris que cette prédation aggravée de la terre n'était pas de bon augure. Tu rappelais à qui voulait l'entendre qu'il ne fallait surtout pas trop lui prendre, qu'il fallait continuer à vivre avec elle, et que si la vie de paysan était dure, elle était généreuse aussi, comme la terre. Tu disais que celui qui se voue totalement aux machines se rend esclave. Je te crois, Angela. De ce point de vue, un monde, plusieurs nous séparent, toi et moi. Moi qui passe le plus clair de mon temps les yeux rivés à un écran, moi qui soulève des poids pour réveiller mon corps à ses capacités et qui glose sur les petits pois ou les fèves que j'arrive maladroitement à faire pousser, mais qui ne suffiront jamais à nourrir les miens. Aujourd'hui, il est communément accepté que vos vies paysannes étaient dures, trop dures, que la modernisation nous en a délivrés. On n'a pas les mots pour nommer ce à quoi il a fallu renoncer en chemin. L'autonomie et la poésie. Dame, non. On n'y pense pas. Ça vaut mieux. Pourtant, je crois que c'est ce qui a été le plus dur à vous arracher. Toi, Angela, tu es le témoin de la génération de la rupture, celle à laquelle le fil longtemps rogné se rompt définitivement. Mais le travail de sape, lui, commence bien avant. La poésie, chez toi, est un travail physique, une collaboration avec la terre et les saisons. Trancheuse de lombric, je me rappelle tes vers, la fourche à la main, les lombrics grouillant dans le fumier mûr, prêtes à amender le futur champ de patates. Ma maladresse avec les outils m'irrite. Nulle délicatesse du langage ne saurait la compenser. Pire, je crois que les heures passées à affiner ce dernier alourdissent encore la conscience de ma propre vanité. Écrire des livres n'a jamais nourri personne, voilà la vérité première. Comme beaucoup d'autres à la campagne, Angela, tu donnes au labeur, à l'effort, une valeur supérieure. Dans l'un de tes poèmes, tu t'en prends à un ivrogne imaginaire qui, passant sa vie à boire plutôt qu'à travailler, peut néanmoins être pris en charge par la santé publique quand il en a besoin. Tu l'opposes au paysan vertueux qui se tue à la tâche et ne demande rien à l'État français qui lui prend tout en retour. Si tu savais comme ce discours m'est familier. Un vrai discours de chouan. Des valeurs paysannes qui nous sont restées, certaines font aussi le lit de notre aliénation. Ici, le mépris pour les bons à rien, les chômeurs et autres fainéants est immense. On n'aime pas tellement non plus les gratte-papier, les mâcheurs de bave, ceux de Paris ou de Bruxelles, ceux de la ville, qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Et si jamais tu élèves la voix, on se dépêchera de t'intimer au silence par un « retourne donc bosser ». De l'exaltation du labeur à celle des racines, de la détestation des fainéants à celle des étrangers, il n'y a qu'un pas, et il est vite franchi. Alors, venons-en à ce qui fait mal, Angela. Dans tes mots, je retrouve une partie de ce qui nous dévore, notre fond bilieux. Tu pensais que notre salut résidait dans la pureté de nos racines et le maintien d'une foi absolue, que le passé, le grand passé des Celtes, contenait toute la sagesse à laquelle nous devions nous tenir. Qu'importe qu'il fût le fruit d'un fantasme racialiste propre au XXe siècle. Faiza Braise, Angela, foi et Bretagne, d'après le nom du journal de l'abbé Perrotte, que tu aimes d'ailleurs à citer. L'abbé Perrotte, issu comme toi d'une famille de paysans, prêtre catholique et fervent partisan de la cause bretonne, dans son versant collaborationniste et profondément antisémite. Dès 1940, dans cette publication que tu dis lire avec assiduité, il y rappelle d'ailleurs que la Bretagne, sous l'impulsion de Jean Leroux, fut la première de France à expulser les Juifs en 1240, et il en réaffirme la législation attenante selon laquelle nul ne doit être accusé ou traîné en justice pour les Juifs tués. L'abbé Perrotte prend les jeunes des Bagadoustourmes, la milice du Parti national breton, sous son aile. Il dénonce et incite à la délation, s'en prend aussi aux communistes et aux résistants bretons, lesquels finiront par l'assassiner en 1943. Mais son héritage perdure. Dès l'année de sa mort se crée la Bézène Perrotte, une unité de combat bretonne qui rejoint les nazis.
Qu'avons-nous fait de tout cela quand, à la fin des années 1960, tu cites l'abbé Perrotte, Angela? Qu'avons-nous fait de notre histoire? Comme partout ailleurs, ces aspects les plus honteux sont déjà recouverts d'une bonne dose de merde, sous laquelle on espère les voir se désagréger, quand en réalité on en nourrit les ferments. Ce sont eux qui poussent à nouveau sous la forme de croix gammées, de croix celtiques peintes ici et là, de lieux d'accueil de réfugiés empêchés d'ouvrir, ou encore d'un tract récemment distribué dans les boîtes aux lettres centre-bretonnes et qui assène « Homme blanc, tu en as assez de voir les juifs détruire ton pays par l'immigration, la dégénérescence pédo-LGBT et la guerre ?» Faut-il s'en étonner? C'est toujours la même affaire. Partout où l'on exalte les racines, on opprime celles et ceux à qui l'on considère qu'elles font défaut. Celles et ceux dont on considère qu'elles appartiennent à un ailleurs et qu'il s'agira de les renvoyer là-bas, ou celles et ceux dont on considère qu'elles n'appartiennent nulle part, dont il s'agira alors de débarrasser le monde pour le purifier. Mais d'autres histoires ont survécu. Je pense à tout ce qui suinte entre les lignes du Gwenadu, le drapeau breton, et je regarde la beluette, mon enfant étincelle, danser sur l'herbe devant la maison. Cette dernière recouvre ce qui fut longtemps une cour de battage. On n'y peut rien planter dont les racines demanderaient à creuser trop profond, elles auraient tôt fait de mordre les cailloux. Habillé d'une robe de fée, l'enfant joue à transporter des bouteilles de cidre dans son tracteur à pédales. Les racines de ses aïeux et aïeuls ont été empêchées de creuser la plupart des terres qu'elles ont foulées. Elles se sont construites autrement dans l'exil, malgré les persécutions, en Lituanie, au Portugal, au Maroc, en Égypte. Petite fille juive et bretonne, n'en déplaise à la soi-disant pureté de tes racines celtes, Angela. Autant d'identités avec lesquelles elle rentre peu à peu en relation. Mais si on est bretonne, maman, pourquoi tu parles pas breton? M'a-t-elle demandé récemment alors que je lui parlais de toi. Me voilà embarquée dans une explication sur les langues et l'identité. C'est que moi, tu vois, Angela, je ne suis pas une bretonne de ta langue, je suis de l'autre, le gallo, la langue bâtarde, mêlée de français et de latin, deux langues d'oppresseurs qui fécondent un curieux baratin de benets, une litanie de ploucs qui n'inspire aucune fierté, pas même celle de la résistance à la domination. C'est peut-être pourquoi ton exaltation des racines celtes me laisse de marbre. C'est peut-être aussi que, bien que vous ayez vécu des vies similaires à la même période et dans des lieux peu éloignés, mes aïeux se sont tenus loin des fantasmes nationalistes. Communiste, bouffeur de curés, mon grand-père, mon arrière-grand-père ne s'est jamais senti concerné par la grandeur de la Bretagne, ni par celle de la France, pour laquelle il avait connu les tranchées en 14-18, constituant, avec le reste des Bretons mobilisés, un des contingents les plus tués. 2. L'adjudant et historien Marc Bloch, futur résistant, dit qu'ils font de bien piètres soldats, incapables de se comprendre les uns les autres, tant leurs dialectes diffèrent. Doux et résigné, on eût dit qu'ils vivaient en dehors de notre monde, écrit-il. Inapte à la guerre, mon aïeul en est revenu amer, et quand celle-ci a de nouveau frappé à leur porte, en 1940, il a eu tôt fait de choisir son camp, en accueillant les fuyards du STO et en ravitaillant le maquis le plus proche. Je n'aime pas les histoires de héros. Elles servent trop les prises de pouvoir, dépossédant les puissances collectives. Je crois au sens d'une vie pleinement responsable du lieu qu'elle habite, en réciprocité avec tout ce qu'il compose. Mais les paysans et les paysannes, quoi qu'ils et elles aiment à penser, ne sont pas imperméables aux affres du monde. Il n'y a de pureté ni dans les racines ni dans l'héritage paysan, Angela. Tu as défendu la paysannerie et l'essence de la race celte. Nous avons perdu la paysannerie et gardé les fantasmes racialistes. Ce sont même eux qui, finalement, ont permis d'achever le monde qui était le tien et auquel tu as donné ta vie. Dès la prise en main de la modernisation du modèle agricole par la vieille noblesse bretonne, laquelle adhère pleinement au projet pétainiste, c'est depuis la Bretagne que se posent les bases de la politique agricole de Vichy, le gouvernement collaborationniste offrant en retour une première loi sur l'uniformisation du breton.
Bien des années plus tard, alors que les mastodontes de l'agro-industrie bretonne que sont Intermarché ou Leclerc commencent à s'imposer sur tous les territoires, tandis que le remembrement déroule son implacable rouleau, c'est encore cette période qui leur donne sa bénédiction. En janvier 1976, une lettre du syndicat de défense et de promotion paysanne au ministre de l'Agriculture le rappelle. Ce remembrement rural, autoritaire et dévastateur se fait de force contre la majorité des cultivateurs de la commune, imposé par la direction départementale de l'agriculture, qui se réfère à la loi du 9 mars 1941, datant de l'occupation nazie. Ce remembrement antidémocratique détruit non seulement nos fermes, mais aussi les gens qui y vivent, et ne peuvent être que révoltés devant les injustices et destructions de toutes sortes commises par l'administration qui, elle, touche des pourcentages ou rémunérations accessoires sur tous ces travaux. La fabrication d'une identité unifiée et fantasmée, à laquelle a travaillé une partie du mouvement breton, est allée de pair avec la disparition des formes de vie ancrées, multiples et indisciplinées qui faisaient les cultures paysannes bretonnes. Comment appartient-on, Angela ? Sommes-nous seulement définis par un rapport d'héritage au passé et de nos aïeux ? Selon la halacha, la loi juive, on hérite de la judéité par sa mère. Voilà sans doute une loi que tu ne contredirais pas, toi qui as hérité de ta ferme, la colonne vertébrale de ton existence, par ta propre mère. Mais ce que menace de la disparition comme le joug de la domination met en mouvement, ce que la menace de la disparition comme le joug de la domination met en mouvement, c'est aussi l'hypothèse du futur, sa nécessité. Qui mieux que toi le savait lorsque tu grimpais sur tes talus, faux à la main pour empêcher les bulldozers de se livrer à leur sinistre travail d'arasement. Nous sommes autant agis par les impératifs du passé que par ceux de l'avenir. Notre responsabilité se joue à l'endroit de leur rencontre et dans les lieux que nous habitons. A fortiori, dans un monde à l'agonie, où notre survie dépendra de notre façon d'habiter et d'appartenir. De ma fille, j'hérite donc de la judéité parce que son existence d'enfant juive sur une terre bretonne n'est pas et ne sera jamais négociable. Récemment, pour l'anniversaire de sa création, un magazine breton mettait en couverture un enfant métis vêtu d'un habit traditionnel et portant un gwenadu. La parution du magazine a été suivie d'une avalanche d'insultes et de menaces, les héritiers de l'abbé Perrotte croyant toujours pouvoir revendiquer un quelconque droit sur l'identité bretonne. Réagissant, le rédacteur en chef du magazine, Gaël Briand, affirmait qu'être breton, c'est avant tout un sentiment d'appartenance, pas une affaire de sang. Cette explication me permet de penser un rapport à la terre qui ne s'inscrive pas dans une revendication des racines. Les traditions se fichent du sang, ça j'en suis convaincue. Pour l'historien Frances Favreau, en Bretagne, le sentiment d'appartenance se réfère d'abord à un attachement à un lieu, avant d'être une référence à une culture, une histoire, une ethnicité, une langue. On peut alors se demander qui habite le lieu et comment prendre soin ensemble de notre milieu de vie, à l'inclusion de tous ceux, de toutes celles et ceux qui le partagent. Nous ne sommes propriétaires de rien. Nous avons seulement l'usage des lieux qui sont les nôtres, comme tu avais le tien de la ferme où tu as vécu toute ta vie, Angela. Que tu fus bretonne depuis des générations n'y changeait rien, quoi que tu aies pu en penser. C'est ta capacité à prendre soin du lieu, à écouter la terre, à honorer tout ce qui l'habite, qui te donne toute ta légitimité et ta puissance. C'est là qu'est la poésie. De toi et du passé, je voudrais apprendre l'amour de la terre et les gestes qui lui sont nécessaires. Ce qui rend toujours le nom breton désirable, lui donne sa qualité d'âtre accueillant. De ma fille et du futur hypothétique que j'aimerais lui donner, je veux apprendre à tisser les mots d'une poésie habitacle, d'un monde partagé où les racines sont ce qui vient de nos possibilités d'habiter pleinement les lieux qui sont les nôtres, à partir de la multitude des héritages qui les composent. Une poésie de parelles, de fleurs des fossés, aux racines profondes et aux fleurs fécondes, à l'existence sans cesse renouvelée, éruptive. Envers et contre tout, là où naît l'amour, à l'opposé de ce qui prétend nous administrer, nous trier, nous ordonner.
Et voilà.